Vous êtes conseillère municipale de Bordeaux depuis mars 2014, première adjointe, chargée de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable. Et vous êtes tête de liste des Républicains UDI dans la région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes. Très bien. UDI, Modem, CD. Il m'en manquait quelques-uns. Vous avez occupé des postes de direction financière et de direction générale dans des entreprises de télécommunications et de médias. Vous avez quitté la direction générale d'Endemol, nom de la présidence d'Endemol France en janvier 2013, et vous êtes depuis président du conseil de surveillance d'Euro Disney. Vous êtes également administratrice de Free et de Technicolor. Vous êtes maman de 2 enfants. Et donc nous allons débuter notre entretien avec la première question. Quelles sont les valeurs incontournables qui fondent votre action politique? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier l'organisation de ce débat. Moi, je suis une femme de la société civile, comme vous l'avez rappelé. J'ai passé 20 ans en entreprise, dans des entreprises de diverses tailles, des grands groupes, dont j'ai eu la chance de prendre la direction très jeune, et des entreprises de plus petite taille, dans les médias, dans les télécoms, dans l'audit financier, et puis dans le tourisme avec le parc Euro Disney. Je crois à la force des débats, et de ce point de vue-là, je pense que notre démocratie a besoin de moments de débat, d'échange. Je ne suis pas sectaire et je trouve sain de pouvoir exposer des idées. Et donc de ce point de vue-là, je vous félicite d'avoir organisé ce débat, et je suis ouverte au débat en général avec tous et toutes, avec le Front National. Je trouve que trop souvent on essaye de les exclure des débats. Et moi, j'ai absolument aucun problème à échanger avec M. Colombier, que je côtoie d'ailleurs à la mairie de Bordeaux. On n'a pas toujours les mêmes idées, mais je pense qu'il est essentiel d'être respectueux des idées des autres et des citoyens en particulier. Et c'est à ce titre que je suis là ce soir. Voilà. Parce que je pense que c'est une bonne action. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, moi, mon engagement politique, il est très simple. Je pense que, comme beaucoup de citoyens français, eh bien, j'étais un peu en souffrance de voir l'évolution de notre France. Voilà. Moi, je suis patriote, je suis attachée à ce pays qui m'a beaucoup donné. J'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai dirigé des grands groupes internationaux où mes actionnaires me disaient « Tu ne pourras plus continuer à diriger depuis Paris. Il va falloir choisir entre Londres ou Amsterdam. » J'ai choisi de rester en France et d'y monter ma propre société et de démissionner d'un grand groupe international. Parce que je crois qu'aujourd'hui, quand on peut le faire, il est bien d'être acteur plutôt que spectateur. Et donc je crois à l'engagement politique, je crois à la politique, je crois que la politique peut changer le quotidien des gens, et c'est à ce titre qu'il me semble essentiel, quand on le peut, une fois encore tout le monde ne le peut pas, il y a plein de contraintes qui font qu'on ne le peut pas, mais quand on le peut, moi je crois à l'engagement, et à l'engagement politique. Et pour revenir à votre question, le triptyque républicain me va assez bien, si ce n'est que pour moi il a été dévoyé. Moi je crois en la liberté, et je crois qu'on doit se battre pour protéger la liberté des individus. Je ne crois pas en l'égalité, je crois que ça a été dévoyé dans un égalitarisme qui tire tout le monde vers le bas. Je crois en l'équité, en revanche, et je crois bien évidemment, et je crois à la fraternité. Moi j'ai eu la chance d'avoir, de par ma famille, une éducation religieuse, et je crois en une valeur qui est la bonté, la fraternité, la charité. Tout ça a disparu de nos valeurs et est effectivement très absent des débats politiques. Donc je crois qu'il y a une autre valeur en laquelle je crois tout particulièrement, c'est l'authenticité. Et on n'est pas toujours d'accord sur, là encore, des idées, mais je crois qu'il faut au moins se battre avec des convictions, être dans l'authenticité, et je fuis la démagogie. Et je crois que le débat politique aujourd'hui, malheureusement, nous tire vers le bas, dans trop de démagogie. Je crois
à la conviction, à la force des idées, et évidemment, et ça ne vous surprendra pas, parce que j'en ai fait mon mode de vie, moi je crois au travail, je crois au mérite, je crois qu'il faut pouvoir donner, notamment aux enfants, l'aspiration au savoir, l'aspiration au beau, et l'accès à tout ça, et remettre aussi les valeurs de patriotisme au centre même du débat politique, et plus généralement, parce que je suis une femme d'action, ça fait 20 ans que je ne fais pas de discours, que je ne suis pas du showbiz, pas du tout. Je l'ai côtoyé, je le connais bien, ce monde-là, mais le monde politique, malheureusement, que je côtoie depuis 18 mois, m'a montré qu'il y avait bien pire que le monde du showbiz. Il y a le monde des politiciens, et je peux vous dire que c'est pas brillant, et ce que j'en vois en tant que femme est assez affligeant. Simplement pour terminer, comme je vous le disais, je ne suis pas une femme de discours, je suis une femme d'action, et je crois à l'action. Je crois qu'il faut qu'on porte un projet, et je suis fière aujourd'hui de représenter plusieurs familles politiques unies, que ce soit les Républicains, l'UDI, le MoDem, CPNT, et surtout la société civile, à laquelle moi j'appartiens, c'est mon ADN. J'étais pas une femme politique, j'étais pas une femme engagée, j'étais pas une femme encartée. J'ai reçu une investiture pour cette grande région sans avoir ma carte de parti, c'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, c'est assez unique. Et je suis fière de ça. Je considère qu'en revanche, je suis loyale à la famille politique qui m'a fait confiance. Mais je suis fière d'une union autour d'un projet. Parce que je crois qu'indépendamment des cartes de parti, indépendamment des étiquettes, les gens aujourd'hui vont se reconnaître dans un projet et j'espère dans quelque chose qui pourra changer le quotidien des gens. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter ce projet, puisque c'est la question suivante. Quel est votre projet d'action? Quel mot que vous avez employé plusieurs fois? Alors, je crois que vous avez précisé qu'il fallait 3 minutes, parce que sinon, oui, on ne pas cette soirée. Donc, si je dois vous présenter mon projet en 3 minutes, je dirais que le premier point, et de ce point de vue-là, il ne me différenciera pas du précédent orateur, c'est l'emploi. Il est évident que nous avons un sujet majeur qui crée la fracture sociale dans laquelle nous sommes. La société française est fracturée et beaucoup à cause du problème de l'emploi, pas uniquement, mais beaucoup à cause de ce problème. Et malheureusement, ici en Aquitaine, on a eu en 2014 le triste record de croissance du chômage des jeunes. Plus 5,4%, c'est un sujet majeur parce que, eh bien malheureusement, on est en train de construire les enjeux de la société de demain. Des jeunes qui ne croient plus en la politique, des jeunes qui ne croient plus en la France, des jeunes qui ne croient plus en l'économie, des jeunes qui ne savent plus exactement ce que l'on va pouvoir leur offrir demain. C'est beaucoup de dépression avérée ou non avérée, et je trouve que ça doit être notre priorité absolue, de libérer l'économie et de redonner à l'apprentissage toute sa place dans notre projet politique. L'idéologie, parce que c'est de ça dont il s'agit, l'idéologie socialiste a malheureusement mis à mal l'apprentissage en voulant que toute une classe d'âge ait le bac, que tous les jeunes aillent à l'université sans aucune sélection. On a fabriqué une génération qui va droit au chômage. Moi, je crois au travail de la main, je crois à la volonté de flécher les jeunes vers des métiers et non pas vers des formations qui débouchent sur l'absence totale de métiers. Donc ce sera la priorité absolue de ce programme. La deuxième priorité pour moi, c'est, et ça ne vous étonnera pas, moi je suis une femme d'entreprise. Une fois encore, je n'étais pas engagée en politique, mais je voulais quand même comprendre comment on pouvait en arriver dans ce pays à avoir 2000 milliards de dettes. Et on comprend assez vite qu'il y a un sujet majeur quand même, qui n'est pas forcément tout à fait appréhendé par la classe politique. C'est la maîtrise de la dépense publique. Donc pour moi, ce sera un point majeur dans mon projet. On ne peut pas continuer à augmenter les impôts, à écraser les classes moyennes par une mauvaise gestion de l'argent public. Et je veux faire de la maîtrise de la dépense publique un objectif. Je suis gestionnaire
de grands groupes, de petits groupes, dans des domaines variés. En attendant, on m'a confié des responsabilités de gestion d'un argent qui ne m'appartenait pas, sauf quand j'ai monté ma propre entreprise. Et je sais ce que c'est que de rendre des comptes et d'être garant d'un argent qui est difficile à gagner. Et je trouve que la classe politique a parfois oublié qu'elle ne gagnait pas l'argent qu'elle dépense et qu'elle dépense allègrement. La réduction du train de vie de la région sera pour moi clairement une priorité, a fortiori quand les effectifs ont été multipliés par 3 en Aquitaine, au rien qu'au siège. On ne parlera pas de la compétence des lycées, et par 4 en termes de masse salariale. Et puis, dernier point essentiel de ce projet, c'est trop long d'aller dans le détail, mais donc je résume, c'est la valorisation et le respect des territoires. Cette grande région, c'est 12 départements. Il y a beaucoup de territoires ruraux qui se sont sentis oubliés dans la politique régionale et la politique menée par l'État dans ce pays depuis trop longtemps. Et je crois qu'il faut que nous soyons plus respectueux de nos territoires, mais surtout que nous utilisions de la modernité. On a besoin de faire passer cette grande région au XXIe siècle, et ça passera par les infrastructures. C'est pour ça que mon projet, il est d'abord et avant tout focalisé sur les infrastructures numériques. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une population couverte à 50% en haut débit à horizon 2022. C'est très insuffisant. Aujourd'hui, il faut couvrir l'ensemble de la population à 100% en haut débit et en très haut débit dans les zones denses, parce que c'est une capacité à désenclaver les territoires, à rapprocher le monde rural du monde réel, de l'économie réelle, à garder les talents là où ils naissent. Les talents, ils naissent n'importe où sur le territoire, pas uniquement dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Et puis, c'est un outil de développement économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une politique d'attractivité des entreprises si vous ne leur offrez pas une connexion au débit. Donc, ce sera une priorité. Et j'ajouterai les autres infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires. Mais routières, quand je vois que le Conseil régional d'Aquitaine aujourd'hui décide de mettre 0 sur les routes dans le CPER signé pour les 5 prochaines années, je considère que c'est de notre responsabilité demain, si les citoyens me font confiance et que je suis à la tête de cette grande région, d'investir dans le réseau routier qui permet le maillage de l'ensemble de ce territoire, et de rappeler que les embouteillages, c'est 17 milliards d'euros de poids économique. Donc on ne peut pas dire que la région demain, qui va être la grande détente, celle qui sera en charge du développement économique, la loi NOTRe ayant clarifié les compétences de la région sur ce point, on ne peut pas se laver les mains des routes si on est en charge du développement économique. Voilà pour moi les 3 piliers de mon projet, sachant que, puisque c'est un peu le thème de ce soir qui nous réunit, la famille est présente dans tous les sujets. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire un grand discours pour dire que la famille est la priorité du projet, parce que je vous parle en vérité, et je pense que là nous parlons des prérogatives de la région demain. Et quand je parle de l'emploi, je parle de la famille. Quand je parle des infrastructures, je parle de la famille. Quand je parle de la maîtrise de la dépense publique et de la baisse de la fiscalité, je parle de la famille. Merci. On va quand même rentrer un tout petit peu dans le débat sur la famille et dans les questions sur la famille, en essayant d'accélérer un tout petit peu de tempo, si vous voulez bien. Quelle conception de la famille guide votre action politique, et quel est selon vous le contexte le plus propice à l'épanouissement et à l'éducation des enfants? Alors, j'ai lu avec attention qu'il y a quelques jours, le Parti communiste chinois avait abandonné la politique de l'enfant unique. Alors, si même le Parti communiste chinois a compris enfin qu'il était dangereux de s'attaquer à la famille, je crois qu'on commence à tenir le bon. La famille, c'est clairement, pour moi, le socle. Voilà, le socle, c'est le socle de la société, nos racines, c'est notre éducation. Moi, j'ai eu, si vous voulez, une chance. C'est que je suis née d'un papa et d'une maman qui se sont aimés, qui ont mis l'amour en numéro 1 pendant 30 ans. Le jour où mon père décédait, il disait encore « je t'aime » à ma maman le matin même. Et quand on est un enfant qui a eu la chance de naître d'un père et d'une mère qui s'aiment et qui s'aiment pendant toute une vie, bah, ça construit. Et c'est sûrement une grande partie de ma réussite professionnelle.
quand des journalistes m'ont demandé mais comment, c'est incroyable, vous étiez DG de Canal+ à 31 ans, PDG d'un grand groupe à 35 ans. J'ai souvent dit qu'il fallait rechercher la cause de cette réussite dans le climat familial dans lequel j'avais eu la chance de grandir. Parce que je crois que c'est ce qui m'a construite sur un point notamment, qui est la confiance. Je crois qu'un enfant a énormément besoin d'amour, et que cet amour lui donne confiance. Et que dans le monde dans lequel on est, un monde où franchement, il faut avoir une forme de confiance pour faire encore des enfants dans ce monde-là, un monde qui est fracturé, un monde où il suffit de regarder les informations tous les soirs à 20h pour se rendre compte de la difficulté du monde qui nous entoure. Je crois que quand on est aimé, eh ben, on a une forme de confiance en soi-même, qui permet de se dire qu'on va essayer de s'en sortir par soi-même, d'exister, de se construire. Et c'est pour ça qu'évidemment, quand vous me demandez quel est le schéma le plus propice, voilà, j'en connais pas d'autre. C'est le schéma d'un papa, d'une maman qui s'aiment et qui transmettent à leur enfant un amour, un exemple aussi, et une forme de solidité et de confiance en l'avenir. Ce qui, moi, m'a fait prendre beaucoup de risques dans ma vie, faire des changements de vie, m'engager en politique, c'est pas ce qu'il y a de moins risqué aujourd'hui, mais c'est parce qu'une forme de foi, il se trouve que moi, j'ai une véritable foi, mais tout le monde n'a pas celle-là, mais une foi en l'avenir, une foi en la vie, une foi en la capacité à agir sur les choses, et je pense que ça vient d'une cellule familiale assez exemplaire. Après, la vie m'a démontré que c'était malheureusement pas un schéma idéal qui était offert à tous. Et je pense qu'il faut le garder dans nos têtes. Ceux qui ont la chance de porter ce schéma-là vont donner énormément à leurs enfants. Ceux qui n'ont pas cette chance-là vont devoir affronter davantage de difficultés. Et je crois que là, il est important que le politique joue tout son rôle, c'est-à-dire que quand la famille idéale n'est malheureusement pas là, il faut veiller à la défense d'un certain nombre de droits, et notamment des droits des enfants. Quelles sont les difficultés qui vous frappent le plus, peut-être notamment depuis votre engagement en politique? Et quels sont les défis à relever avec les familles et pour les familles? Les difficultés, elles sont de plusieurs ordres, mais évidemment, d'abord avant tout les difficultés sociales. Comme je viens de le dire, tout le monde n'a pas cette chance, et donc on constate qu'il y a énormément de parents célibataires, par exemple. C'est un sujet majeur pour notre société. On a de plus en plus d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Là aussi, c'est un sujet majeur. Ces enfants, ils n'auront pas les mêmes chances, et derrière, malheureusement, ils naissent pas dans un environnement hyper propice au développement demain de leur propre schéma familial et surtout de leur propre schéma économique. Donc, on sent bien qu'il y a un vrai sujet. On en a parlé. Moi, je crois qu'il faut évidemment résoudre, et ça, ce sera notre devoir, parce que ça, c'est dans les prérogatives de la région, le problème économique et le problème de la formation. Donc, on a un devoir, et là, la région est totalement dans son rôle, que de porter une autre politique dans le domaine économique et dans le domaine de la formation pour avoir d'autres résultats. Et une fois encore, moi, je ne me satisfais pas, alors que nous avons une région magnifique, que nous avons de l'or entre les mains, que nous avons des magnifiques filières économiques, que nous serons la première région agricole d'Europe, la première région forestière de France, la deuxième région touristique de France. On a vraiment des talents et des savoir-faire ici dans cette grande région, mais malheureusement, le matraquage fiscal dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en plus s'est porté sur la famille, alors que la France a cette chance, c'est d'avoir une démographie supérieure à celle de nos principaux concurrents européens. C'est une force, et tout le monde le sait, enfin c'est pas moi qui le dis, tous les économistes savent que quand on met en avant les atouts de la France, c'est souvent sa démographie qu'on met en avant.
Et malheureusement, on a encore des gens dans ce pays qui politiquement considèrent qu'il faut matraquer les familles. Donc de ce point de vue-là, et ce n'est pas directement dans les prérogatives de la région, mais ça y contribue. Moi, une fois encore, je pense qu'il faut abaisser la dépense publique pour abaisser les impôts et arrêter de matraquer fiscalement les familles en baissant les allocations familiales ou en s'attaquant aux cautions familiales. C'est pas pour moi la solution. La solution, elle est dans la baisse de la dépense. Qu'est-ce qui, dans les compétences de la région, peut contribuer à faciliter la vie des familles? Pas mal de choses. L'aide, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique sera une priorité. Bon, derrière le numérique, il y a l'accès au débit, il y a aussi la téléphonie mobile. Il faut quand même voir qu'on est dans une grande région où on a encore des endroits où on ne peut pas téléphoner. Donc, il est vraiment temps d'utiliser la modernité comme un outil de lien entre les gens. Aujourd'hui, que ce soit du point de vue familial, sociétal, économique, on a besoin de rétablir les connexions entre les individus, que ce soit pour un but d'échange familial, que ce soit pour un but d'échange économique ou de flux physique. Donc là encore, le numérique est un sujet. Là, si je reprends le cas spécifique dans les prérogatives de la région et notamment la compétence sur les lycées, nous avons besoin d'avoir des aides pour avoir une connexion de l'ensemble des lycées au numérique, qu'ils soient privés ou publics. Les aides à la rentrée scolaire, c'est évidemment dans les prérogatives de la région. Et comment c'est structuré aujourd'hui? Là encore, il faut, y a des choses qui sont annoncées et qui ne sont pas toujours suivies des faits. Je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, les socialistes sortants ont fait des grandes annonces sur l'aide aux manuels scolaires, par exemple, pour tous. Et puis finalement, quand vous creusez, c'est plus du tout pour tous. Donc souvent, une fois encore, il y a un certain nombre, et de ce point de vue-là, la France est structurée comme ça, les classes moyennes et les familles sont en général les parents pauvres de la politique menée par les uns et les autres. Donc là, moi, je suis pour quelque chose qui s'adresse à tous et qui soit, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on remette de l'équité. Voilà, qu'on remette de l'équité dans les politiques que nous menons et donc avec des vraies aides à la rentrée scolaire et qui soient évidemment liées au nombre d'enfants et ainsi de suite. Voilà, on ne peut pas plafonner et du coup avoir le sentiment qu'une famille qui a 4 enfants est plus pénalisée qu'une famille qui a un seul enfant. Donc je suis là encore pour une approche équitable. Et puis de la même façon, c'est la même chose dans la politique des transports scolaires. Vous savez que la loi NOTRe a redonné aux régions la compétence sur le transport scolaire. Elle pourra avoir la faculté de le déléguer au département si elle le souhaite. Mais dans cette politique régionale, nous devons là aussi avoir une volonté d'égalité de traitement et d'aide sur les transports scolaires. Après, l'orateur précédent l'a déjà dit, donc je vais simplement dire que je suis d'accord avec vous sur le fait de remettre sur le devant de la scène l'emploi des jeunes. Je pense que c'est un sujet majeur. C'est aussi ça, l'aide aux familles que nous pouvons apporter. Moi, je me suis engagée à doubler le nombre d'apprentis sur une mandature avec une vraie politique de l'apprentissage, une vraie politique également de l'orientation des jeunes et de lutte contre le décrochage scolaire avec les lycées de la deuxième chance et toute cette politique qui me semble clé pour les familles. Après, on parle beaucoup de la famille en pensant aux enfants. Il faut aussi qu'on n'oublie pas les personnes âgées. C'est très important. Et dans cette aide que la région peut apporter demain, c'est aussi de penser aux plus fragiles et notamment à la dépendance des personnes âgées. Et là, nous avons à accompagner une politique de maintien des personnes âgées à domicile, de développement des PME qui se chargent d'être innovantes en la matière et d'apporter des solutions, et puis également de développer la formation dans le domaine notamment sanitaire et social. Merci. Sur les deux suggestions que nous avons faites, de carte région famille d'une part et d'autre part de création d'une commission pour la famille et pour l'enfant,
Quelle est votre vision sur ces deux propositions? Alors, moi je suis tout à fait favorable à une sorte de passe jeune, enfin vous l'appelez, on verra comment on l'appelle, mais qui soit un accès qui favorise en fait les accès à la fois aux équipements, il y en a beaucoup, aux événements culturels et sportifs, et au transport public de l'ensemble de la région. Si vous voulez, moi dans le fondement de mon engagement politique, il y a un mot que vous avez employé tout à l'heure et je le partage tellement, c'est de remettre du bon sens. Voilà, je suis aussi très attachée et je crois que j'ai les pieds solidement ancrés dans le réel. Il faut qu'on remette du bon sens dans la politique. Et puis le deuxième mot auquel je suis extrêmement attachée, et ça va avec, c'est de la simplification. Donc tout ce qui pourra permettre de la simplification, c'est la facilité pour tous à mieux vivre ensemble et à accéder à des services. Quand vous voyez le maquis des aides aujourd'hui régionales, on a 391 aides différentes, rien qu'en soutien aux entreprises dans cette grande région. Il ne faut pas s'étonner que malheureusement il y ait beaucoup de gens laissés sur le côté. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE, les PME, eux ne profitent pas des aides de la région parce que c'est trop compliqué. Donc remettons de la simplification et quelque part votre suggestion, elle va dans ce sens, c'est-à-dire simplifions en favorisant l'accession aux vrais services publics, remettons l'argent public sur le service public. Aujourd'hui, vous savez, en Poitou-Charentes, 70% de l'argent public va au fonctionnement et non pas à l'investissement. C'est colossal et donc c'est bien notre problème collectif. C'est qu'il faut qu'on gère différemment l'argent public et qu'on remette, en le simplifiant, des actions politiques simples, claires, lisibles, qui s'adressent à tous et qui favorisent, là encore, la famille ou les jeunes ou les personnes plus fragiles ou plus âgées. Sur la commission que vous préconisez, vous serez peut-être pas étonné de ma réponse, mais je considère et je m'engage en politique, là aussi, pour essayer d'avoir un discours de vérité. Aujourd'hui, on souffre dans ce pays d'un millefeuille territorial qui coûte à l'ensemble de la collectivité. Et de ce point de vue-là, moi je ne veux pas tomber dans la démagogie. Ce qui n'est pas de la compétence de la région ne doit pas, demain, être traité par la région. Je crois qu'il faut que nous assumions, une fois pour toutes, ce qui est de la compétence d'une collectivité ou ce qui n'en est pas. Et là, clairement, je suis en opposition avec, et c'est peut-être le seul point positif que je trouve dans cette loi NOTRe, c'est qu'on a supprimé la compétence générale pour redonner une compétence claire et précise à la région. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas la région qui est aujourd'hui la tête de pont d'une commission dédiée à la famille et à l'enfant. D'autres collectivités doivent, et c'est dans leur prérogative, s'en saisir, mais là, ce n'est pas clairement dans les compétences de la région. En revanche, je me sens très important d'encourager les initiatives des élus qui vont aller dans le sens de la protection de la famille. Et comme je vous ai parlé de mon propre engagement politique, je salue aussi celles et ceux qui m'ont rejoint dans ce combat et demain dans cette action si nous sommes élus pour 6 ans à la tête de la région. Et j'ai 3 personnes de sens commun qui ont rejoint mes équipes, et que ce soit Marie-Angélique Latournerie, Christelle Lévin et Sylvain Arnaud, eh bien, je pense que des personnes comme ça, et le fait qu'elles s'engagent, qu'elles décident de s'investir pour la région demain, je pense que ces personnes, avec d'autres qui portent peut-être aussi ces valeurs-là, mais en étant simples citoyens, société civile non encartés, par exemple, eh bien, elles pourront avoir des initiatives que là, nous étudierons avec bienveillance dans le domaine de la famille. Avant-dernière question sur la politique de subvention. Quelle politique souhaitez-vous mettre en place? Et est-ce que vous êtes disposé à afficher une transparence sur les subventions qui sont accordées ou supprimées? Et voilà. Alors ça, oh que oui. Une fois encore, moi, ce qui me semble clé de remettre dans la politique dans laquelle on s'engage, c'est de rendre des comptes.
il faut que les citoyens sachent, vous savez, demain, cette grande région, c'est 2,8 milliards d'euros. Il faut que les citoyens sachent ce que l'on va faire de ces 2,8 milliards d'euros. Et il faut évidemment qu'il y ait une vraie transparence sur l'utilisation de ces fonds publics. En améliorant la gestion de ces fonds publics, en les fléchant sur des sujets d'intérêt général, j'en ai parlé rapidement parce que c'est pas le lieu d'exposer en détail notre projet, mais c'est essentiel et évidemment en toute transparence. Alors, si vous voulez, quand je vois aujourd'hui, je prends le listing de la région Aquitaine, ces documents sont publics, hein, je ne suis pas sortante, je découvre, je lis. 1750 associations aidées aujourd'hui par le Conseil régional. Il y en a plus de 30 pages. Et ben, voilà, non seulement je veux de la transparence, mais je veux une meilleure gestion des fonds publics. Et je suis désolée de le dire, il faut quand même mettre fin au clientélisme. Donc, pour moi, les associations qui mériteront demain d'être aidées par la région, c'est celles qui portent un projet, c'est celles qui ont derrière un véritable rôle social à jouer. Et à un moment donné, je crois que ce ne sont que celles-là. Et qu'il faut arrêter avec le saupoudrage d'argent public et une parfois peut-être... Alors c'est pas opaque parce que pour le coup, moi j'ai eu accès à cette info, donc ça veut dire que n'importe quel citoyen peut avoir accès, mais il est évident qu'il faut avoir de la transparence et surtout de la cohérence dans nos choix politiques de subvenir à telle ou telle association ou de ne plus subvenir à telle ou telle association. Merci beaucoup. Un dernier message pour la famille et pour les familles de la région. Alors d'abord, je voudrais dire qu'on parle souvent, quand on parle de la famille, des enfants, on parle aussi des seniors. Je voudrais rappeler que dans la famille, il y a aussi un membre important de la famille qui est la femme. Et honnêtement, depuis mes 18 mois en politique, je me rends compte qu'on a encore un sujet capital et essentiel d'équilibre et de protection de notre société, c'est aussi de protéger les femmes. Et quand je vois comme elles sont maltraitées, et pardon là de prendre mon exemple, mais en politique, je peux vous dire qu'on a un immense chemin à faire pour quand même reconnaître des valeurs qui me semblent indispensables pour la survie de nos familles. Franchement, le rôle des femmes dans la société est un rôle indispensable. Là-dessus, j'ai essayé d'avoir cette cohérence. Nous avons 12 départements, 12 têtes de liste. J'ai souhaité qu'il y ait 6 femmes et 6 hommes qui soient têtes de liste parce que je crois que la féminisation de la vie politique, c'est aussi le début du commencement du respect d'un membre important de la famille et de le traiter au même niveau que les hommes me semble essentiel parce que là encore, la société française, c'est autant de femmes que d'hommes. Donc je suis attachée à la parité, je suis attachée aussi à la protection des femmes dans tous les domaines. Je crois qu'on a malheureusement encore beaucoup à faire et que moi je crois aussi à l'exemple. Et je pense que plus on féminisera à certains postes, que ce soit des postes de direction d'entreprise, que ce soit des responsabilités politiques ou des milieux associatifs, plus on donnera aussi de l'équilibre. Vous savez, j'ai dirigé des grands groupes, j'étais pas féministe, mais simplement parce que je faisais de la compétence le premier critère de sélection, je me suis retrouvée à un moment donné plus de femmes que d'hommes. Je crois que là encore, il faut avoir une ouverture d'esprit et surtout ne pas tomber dans des caricatures. Et une fois encore, je trouve qu'on a beaucoup de chemin à parcourir. Tout ça pour dire que là encore, il y a des valeurs fondamentales qui ont fait ce que nous sommes. Pour moi, la famille, c'est la brique de la société, le socle de notre société, que s'y attaquer, c'est clairement détruire la cohésion sociale et refuser le fondement même de l'humanité, et que donc ça reste un élément essentiel, mais c'est l'ensemble des membres de la famille qu'il faut protéger. Alors dans les prérogatives de la région, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a un lien avec la famille. Aujourd'hui, la famille est dans tout, c'est un sujet transversal et c'est aussi pour ça que j'ai salué votre débat, parce que je pense qu'il a tout son sens
dans une élection, qu'elle soit régionale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit locale, municipale, départementale, parce que la famille est donc. Alors, je voudrais simplement vous dire que, personnellement, moi je puise dans mes racines, mes convictions, mais je puise surtout la force de défendre ces convictions. Et je crois que cette volonté de débat, d'écoute et d'avoir des personnes qui s'engagent, quelles que soient leurs opinions, là encore, moi je crois qu'il faut qu'on se batte pour défendre ces opinions, quelles qu'elles soient. C'est noble, c'est sain et c'est le fondement même de mon engagement et du fait que je suis devant vous ce soir. Merci beaucoup. M'excuser parce qu'en fait je vais vous quitter parce que je suis mère de famille de 2 enfants de 6 et 9 ans et que je crois aussi qu'on peut faire de la politique tout en étant mère de famille, en respectant certains horaires et certains moments de vie privilégiés. Et là j'ai promis à mes enfants qui sont en vacances de les coucher avant, de rentrer en tout cas avant de les coucher. Merci.